Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Main dans la main, ils forment comme une barrière pour protéger leur mère. Et pourtant, c'est une femme forte qui s'est exprimée ce matin à la barre, presque inébranlable. Nabila a lancé puis fermé une cagnotte pour offrir une nouvelle vie à Gisèle Pellico. L'influenceuse a décidé de faire appel à sa communauté de 9,3 millions de followers sur Instagram pour aider la septuagénaire à se reconstruire. Il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. Gisèle Pellico, victime au procès des viols de Mazan, et face à son ex-mari, à une cinquantaine de co-accusés après avoir refusé le huis clos pour que la honte change de camp. Selon elle, elle vient de refuser les cagnottes de soutien, souhaitant plutôt préserver la dignité et la sérénité des débats. C'est ce qu'ont dit ses avocats. Alors parlons vrai, auriez-vous imaginé qu'une telle affaire puisse arriver ? Est-ce que dans cette affaire, la honte a définitivement changé de camp, vu le comportement très digne, plus que digne, de Gisèle Pellico? Saluez-vous la décision de Gisèle Pellico de refuser des cagnottes pour préserver la dignité des débats? Vous dites oui à 90%, vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Philippe Bilger, dans ce procès, dans cette affaire qui ne cesse de faire parler, c'est vrai que les cagnottes, il y a un côté gentil, attentionné du public, et pour vous, est-ce que ça brouille le message? Alors, pour moi, la honte n'avait pas besoin de changer de camp. Dès le début, elle était dans un camp et pas dans l'autre. Deuxième élément, cette victime, cette épouse violée dans des conditions épouvantables et répétitives, a depuis le procès une attitude exemplaire. Ça n'est pas simple d'être une victime comme ça. Parfois, on n'a bizarrement pas le comportement qu'on attend, qui est attendu. Elle est remarquable, et donc je comprends tout à fait qu'elle veuille, pour sauvegarder la dignité du procès et sa propre destinée. Elle n'est pas en train de quémander des fonds. Elle veut demeurer elle-même dans ce qu'elle montre depuis le début, et c'est tout à fait essentiel. Alors j'ajouterais juste une chose, ça ne veut pas dire que parfois je n'ai pas été favorable à certaines cagnottes lorsque les procès sont engagés, discutés. Prenons l'exemple de Naël. Lorsque j'ai entendu la mère de Naël lancer l'idée d'une cagnotte, et que j'avais le sentiment qu'on aggravait encore la présomption de culpabilité à l'encontre du policier, j'avais approuvé Jean Messia, qui avait lui-même créé une cagnotte à rebours. Mais ça n'est pas une habitude, et là je suis à fond pour la suppression de la cagnotte. Françoise Laborde. D'autant que je crois qu'une des enfants justement de Gisèle Pellico a créé une association pour justement aider les femmes qui seraient victimes de situations similaires, et qu'elle a incité plutôt à donner pour financer l'association que pour aider sa mère. Mais pour aller au-delà, ce qui est important, c'est que dans cette affaire, moi ce que je trouve formidable, enfin encore que le mot soit mal choisi, c'est que les prédateurs sexuels soient désignés comme tels et qu'en effet condamnés comme tels peut-être demain. Parce que c'est vrai que pendant très longtemps quand même en France, on a eu tendance à attendre un peu. Je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour Claudine Cordani, qui a été la première en 1985 à demander que le huis clos soit levé alors qu'elle avait été victime de viol. Mais il y a eu tellement d'histoires après de viols qui ont mis tellement de temps. Il n'y a pas très longtemps encore, rappelez-vous l'affaire de Joël le Skordanek, ce médecin qui a violé près de 300 enfants. Des années d'activités immondes comme ça avant qu'on ne l'arrête et qu'on ne condamne. Il y a eu aussi des histoires scandaleuses où un juge, un procureur de la République qui avait proposé sa fille sur les réseaux sociaux, il a été condamné à de la prison avec sursis alors qu'il proposait sa fille de 12 ans sur les réseaux sociaux. Donc il n'est pas simplement important que la honte change de camp, il est important aussi que la justice fasse son travail et condamne avec beaucoup de sévérité les prédateurs sexuels. Loïc Guérin. Sur la cagnotte, qui était un peu l'objet de la question, je regrette beaucoup que ça vienne effectivement masquer un peu le message. Et évidemment, ça va sans dire, mais autant le répéter, c'est extraordinairement propre de la part de la victime. Attention au micro. De refuser ce genre de cagnotte, parce qu'il y a une forme d'instrumentalisation qui s'opère.
Et ce qui me gêne et ce qui m'agace profondément, c'est que cette instrumentalisation-là, elle me rappelle d'ailleurs les fameux influenceurs des réseaux sociaux où finalement ils n'ont pas grand-chose à offrir, si ce n'est eux-mêmes une espèce de narcissisme mal placé et généralement bien pensé pour leur poche. Là, c'est de la même manière. Je lance l'ouverture d'une cagnotte, j'ai pas mis 1 euro dedans ou pas grand-chose, et j'attends des autres qu'ils versent de l'argent pour quelqu'un, et j'en tire personnellement profit sur le plan médiatique, parce que c'est moi qui apparaît comme le chevalier blanc. Alors qu'elle n'a strictement rien à faire, rien à apporter. Une fois encore, ça a l'air d'être quand même sa marque de fabrique à la personne en question, dans ce dossier-là. Elle n'a rien à apporter, elle n'a rien à y faire. Donc il est bien qu'elle soit écartée dès le début, qu'on ne parle plus d'elle, et qu'on s'attache au principal en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation générale des Français de se dire comment on peut aider. En fait, c'est ça. Et ça, c'est là peut-être. Oui, c'est ça le fait. Je suis frappé par ce que j'appellerais les moutons de Panurge de la générosité. C'est-à-dire, à un moment donné, des gens peut-être de bonne foi créent des cagnottes avec évidemment les risques d'instrumentalisation. De la même manière, pardon de faire un rapprochement qui va peut-être vous choquer, moi j'en ai par-dessus la tête à la suite de tragédies par l'instauration systématique de marches blanches qui ne servent rigoureusement à rien. C'est automatique, il y a une sorte de générosité systématique et mécanique qui m'agace, mais c'est sans doute parce que j'ai moins de cœur que vous tous. Il y a une chose pour rebondir. En réalité, ça a toujours existé bien avant les réseaux sociaux. On n'avait pas besoin de TikTok, de WhatsApp ou je ne sais quoi pour aider financièrement une famille qui était éventuellement dans le besoin. D'abord, en général, il faut que le besoin soit exprimé et c'est à la famille de déterminer si oui ou non elle a besoin. Elle n'a pas quémandé, on ne va pas l'abaisser à la faire quémander alors qu'elle ne l'a pas souhaité. 2, ça se passe par des associations qui généralement sont montées par la famille à son initiative ou les proches, ou même parfois aidées par leurs conseils qui ont quand même besoin malheureusement de travailler et de vivre et qui, voyant la famille dans le dénuement, disent si les personnes peuvent aider, eh bien, on monte une association. Sur le côté qui est intéressant, c'est effectivement l'association de l'une de ses filles. Et cet argent pourrait d'une manière ou d'une autre servir à la prévention, par exemple. Oui, et puis aider des femmes qui pourraient être en effet se découvrir, en effet avoir à être mises sous camisole chimique et victimes de viol et qui, ne sachant pas comment s'organiser, peuvent faire appel à cette association. Alors je connais pas le nom de l'association qu'a monté la fille de Gisèle Pellicot, mais c'est en effet ce qu'il y a de plus utile dans son cas. Et c'est vrai que vous avez raison, à un moment donné, les influenceurs qui ont besoin qu'on parle d'eux et qui sont prêts à faire n'importe quoi pour... La même personne d'ailleurs a recommandé récemment ses livres favoris, donc tout peut arriver, maintenant ils savent lire. Donc, et demain ils seront comptés. Petite question, Loïc Guérin, les co-violeurs, je ne sais pas comment on peut les... Les violeurs, en l'occurrence c'est 52, oui, c'est violeurs. Voilà, les violeurs, voilà. Mais il y en avait plus que ça. Oui, il y en avait plus que ça. Oui, plus 92. Le risque, c'est quoi ? Alors, il faut voir les qualifications, ça va varier, mais alors en plus, il y a un dossier qui est extraordinairement dur. Enfin, c'est assez exceptionnel. Je n'ai jamais ou presque jamais entendu parler d'un dossier de cette nature. Aussi violent, aussi systématique, aussi long dans le temps, aussi assumé. Parce que l'individu, j'ai cru lire qu'il est poursuivi, il a même reconnu des faits dans une autre procédure, voire dans 2 autres procédures. Des faits plus ou moins graves, dont certains assez graves, puisqu'une tentative d'agression sexuelle, voire de viol. Il va prendre le maximum prévu. Alors, je n'ai pas regardé les textes exacts, mais on parle de 20 ans possible, largement. Voilà. Il va approcher les 20 ans. Lui, il va approcher les 20 ans. Les autres sans vouloir préjuger. Je ne préjuge pas, évidemment, de la décision qui appartient pas. Bien entendu, les organisateurs, mais les autres. Mais les autres, ça va varier selon leur implication. Très différents. Et après, c'est là où il faut mettre du recul. Là, je suis vraiment dans mon rôle pour le coup. On ne peut pas juger comme ça sur des éléments qu'on jette comme ça en pâture dans les médias. Le dossier, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas pour rien qu'on confie ça à des magistrats avec l'intervention des avocats, y compris en défense, parce qu'il faut qu'ils soient défendus. Et les jurés ou les juges vont trancher au regard de chaque cas particulier. On ne peut pas faire un tir à la louche. Il y a des accusés qui n'ont jamais été condamnés, qui l'ont fait une seule fois, d'autres l'ont fait 5 à 6 fois. Alors ils seront tous condamnés. L'un a même été initié à faire la même chose sur sa propre épouse. On n'est pas dans la même catégorie non plus. Voilà. Donc il y aura des sanctions un peu différentes. Mais elles seront a priori assez lourdes. Pour lui, est-ce que dans un cas comme ça, je n'y connais pas grand-chose, est-ce que les enfants peuvent porter plainte contre leur père ? Bien sûr. Ils peuvent se constituer partie civile, bien évidemment. D'ailleurs, en général, ils le font. Enfin, il faut voir après... Ça peut varier. Là, en l'occurrence, l'une des filles a été, semble-t-il, victime. Donc là, il n'y a même pas de question pour elle.
Il n'y a pas de question. Elle se demande même d'ailleurs si ça lui est pas arrivé. Elle s'est retrouvée dans les photos. Mais il n'y a pas de photos d'elle dans une. Et quand on pense qu'il aurait pu ne pas être pris. Oui, c'est le pur hasard. Suite à une prise de photos dans un magasin. Absolument. L'horreur est effectivement juste un mot, mais c'est quand même avoir conscience de l'incroyable horreur de ce dossier-là. C'est que c'est pas une affaire de viol classique, loin s'en faut. Mais le pire, c'est que c'est quelqu'un qui a été violé sans qu'elle le sache. Si je ne me trompe pas, ça a duré pendant 10 ans et elle va réaliser à l'audience en direct. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que par le biais de son avocat elle a eu accès au dossier, mais elle a réalisé dans le cadre de la procédure finalement à quel point elle a été violée et abusée. Donc c'est absolument affreux. Mais j'allais dire ce qui est aussi exceptionnel dans cette affaire, c'est que tout a été filmé. Sinon personne ne l'aurait cru. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Mais elle l'aurait surtout pas su. C'est clair. Oui. Merci 1000 fois en tout cas d'être venu aujourd'hui, Philippe Bilger, Françoise Laborde, Loïc Guérin. C'était une très bonne émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci mon Philippe David. Merci ma très chère Cécile. On se retrouve lundi à 17h. Je suis pas si chère. Dans 10 jours, mon anniversaire, je serai chère. Mais pour l'instant, je suis pas chère. Vous pouvez y aller.